Bien, merci d'être revenu. Donc, nous allons aborder maintenant, si vous le voulez bien, une deuxième session. J'en profite pour me présenter d'ailleurs. Gauthier Hulot, je suis directeur adjoint pour la recherche et le spatial à l'Institut de physique du globe de Paris. Et on m'a demandé de présider cette session qui donc porte sur les nouvelles missions, les nouveaux outils. Alors, juste pour information, il y a eu le planning distribué est légèrement modifié. On a essayé de glisser une dernière intervention en toute fin de session qui devrait normalement ne pas durer trop longtemps. Alors, je vais demander aux orateurs, je vais être particulièrement vigilant à ce qu'on ne dérape pas trop. Et on va démarrer donc tout de suite par une présentation donnée par Muriel Richard-Noca, donc, qui est de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et je te donne tout de suite la parole. Merci. Alors, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. J'étais il y a quelques mois de ça à Grenoble pour un workshop un peu similaire. C'est toujours sympa de voir qu'il se passe des choses en France, c'est bien. Je vais vous parler de ce qu'on fait à Lausanne. Et puis, je suis un petit peu obligée de revenir en arrière parce que c'est grâce à ce qu'on a fait en arrière qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il y a à peu près 6 ans de ça. En 2009, on a lancé un CubeSat qui était le premier CubeSat suisse et étudiant en Suisse. Je dirais que ça s'est plutôt bien passé. Vous envoyez ici une partie de l'équipe, vous envoyez le modèle de vol en train d'être monté, puis le modèle final à droite. Ça s'est plutôt bien passé. Je dirais que j'ai pris cette photo hier sur un site internet swisscubelive.ch qui nous dit tous les jours combien de temps notre satellite notre CubeSat a été dans l'espace. Ça fait maintenant un peu plus de 6 ans. Le satellite est toujours fonctionnel. Tous les sous-systèmes, après 6 ans, fonctionnent encore. On commence à voir des perturbations au niveau des systèmes de com. Quand on a fait le design, on était parti pour 4 mois d'opération dans l'espace. Les gens me posaient la question avant le lancement, mais combien de temps est-ce que ça va durer vraiment? Et je leur ai dit tout de suite, soit le premier jour, il claque d'un problème thermique, ou bien dans la première semaine, on a des problèmes irréversibles, soit il va pouvoir durer plusieurs mois ou même plusieurs années. Donc on ne s'était pas trop trompé. Ça a été bien du plaisir de faire ce satellite. Ça nous a pris 3 ans. On a eu le même problème que tous les speakers précédents, c'est-à-dire qu'on était prêt fin 2008 et puis on a été lancé fin 2009. On a été lancé depuis la base indienne la base indienne sur un lanceur PSLV. Vous envoyez vous pouvez pas voir, mais là il y a notre logo en tout petit. On a été positionné sur cette structure. Alors, faire ces présentations en français, pour moi, c'est très difficile parce que j'ai l'habitude de les faire en anglais. Donc, je vais vous mettre des mots anglais de partout, c'est normal. On a été positionné sur cette structure, cet adapteur-là, sur lequel il y a l'électronique aussi du lanceur. Ici, dans cette structure, ce deployer, on a SwissCube. Ici, c'est le CubeSat turc. Et puis, il y avait de façon symétrique 2 autres CubeSats allemands. Donc, on était 4 CubeSats à être lancés ce jour-là. Et une des choses qu'on n'avait pas prévues, que j'aimerais bien pouvoir vous montrer, mais j'ai pas de photo, c'est que, en fait, cette structure-là, juste dessous, là, il y a le moteur du dernier étage. Donc, on était en contact direct avec les vibrations du moteur. Parce que quand on vous donne les user manuals des lanceurs, c'est typiquement pour une interface payload, comme on dit, qui est une interface, je dirais, plutôt protégée. Du coup, quand on s'est retrouvé là, on a emmené notre CubeSat au mois d'août, et puis il a été effectivement lancé au mois de septembre. On s'est dit, on va voir comment ça se passe le lancement, et puis effectivement, ça a tenu, mais au final, d'avoir fait des tests de vibration qui étaient beaucoup plus hauts que ce qu'on pensait voir suivant les courbes du lanceur, ça a été bénéfique. J'avais au départ prévu de vous donner les keys du succès, les clés du succès de SwissCube, et puis au fur et à mesure que je voyais les présentations, donc il y a pas mal de projets qui sont bien avancés, donc
Je vais juste les résumer ici. Pour nous, au final, qu'est-ce qui a fait que SwissCube a fonctionné bien? Ça a été d'abord une bonne équipe d'ingénierie système. Et puis plusieurs ont mentionné que c'est pas évident de garder la continuité. La façon dont nous on a fait ça, on avait plusieurs partenaires dans plusieurs écoles en Suisse. Donc on avait à peu près une quinzaine de laboratoires qui étaient impliqués. Et puis chaque semestre, on obtenait une vingtaine, jusqu'à environ 35 étudiants par semestre. Et puis du coup, on a repéré ceux qui étaient vraiment motivés et on leur a donné un grade plus grand. C'est-à-dire qu'ils sont devenus, après être passés peut-être 1 à 2 semestres chez nous, ils sont devenus ingénieurs système d'un des sous-systèmes de SwissCube. Et puis, quelque part, ça les a fidélisés. Et après, on s'est débrouillé pour trouver des financements pour les garder en tant qu'ingénieurs ou bien les partager avec une entreprise. Donc, ils étaient embauchés dans une entreprise, ils faisaient 50% dans l'entreprise, puis 50% pour nous. Parce que l'entreprise s'apercevait très bien que c'était une expérience extraordinaire pour eux. Donc voilà. La deuxième chose, c'était d'avoir des objectifs de mission super clairs, avec des success criteria aussi très clairs. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que pendant tout le développement du satellite, à des moments, on a des choix à faire. Et puis ces choix, ils ne sont pas forcément faciles. Donc, quand on vient comparer ces choix aux objectifs de la mission, d'un seul coup, la solution, elle devient beaucoup plus facile. Donc, notre priorité numéro 1 à nous, c'était de faire un CubeSat étudiant, puis de l'amener à la base de lancement. Du coup, ça a enlevé beaucoup de stress sur les objectifs qu'on avait au départ, qui étaient assez grandioses. C'est normal. On se donne un objectif assez lointain. Et puis, au bout d'un certain temps, il fallait faire ce qu'on appelle des discos, revenir un peu sur pourquoi on fait ça. Et d'avoir ces objectifs très clairs, ça nous a vraiment aidés. L'autre chose qui nous a vraiment aidés, puis je trouve ça génial que vous ayez le support du CNES, c'est d'avoir de façon régulière des revues. Donc, les SRR, les PDR, les CDR, etc. Et d'avoir ces revues au moins une fois par an, où on invitait des gens de l'ESA, où on invitait des gens de l'industrie suisse, et où on invitait d'autres équipes CubeSat. Ça a été vraiment déterminant pour nous, parce que c'était une façon de voir si on était sur la bonne voie ou pas. Et il s'est trouvé que d'inviter les équipes CubeSat a été extrêmement bénéfique, extrêmement instructif, parce que l'industrie n'était pas encore tout à fait au point par rapport au CubeSat. Donc on avait en fait beaucoup plus de retours des autres équipes d'universitaires que de l'industrie. Donc là, ça nous a vraiment aidés. D'autant plus que quand on a ces revues qui sont dans 1 mois ou dans 2 mois, ça nous force à prendre des décisions. Donc ça, vraiment, ça accélère le processus. Après, c'est ce que je disais un peu avant, on part avec des idées, on a envie d'avoir une ADSCS qui fait du contrôle 3 axes, puis à la fin de compte, on se retrouve avec des magnétotorqueurs, et puis ça va bien aussi. Hein. Mais il faut accepter le fait qu'on n'arrive pas forcément à tout faire avec les contraintes qu'on a. Je dirais le KISS, hein, le Keep It Simple, Stupid Simple. C'était super aussi important pour nous. Par contre, on s'est vraiment appliqué à avoir quelque chose qui est propre. Donc, par exemple, tout le câblage était tressé. On a suivi le plus possible les ECSS. Et les ECSS aussi, c'est une bonne façon pour les étudiants d'apprendre après le CubeSat, qu'est-ce qui se passe quand on est en industrie. Hein, donc, c'est une partie aussi importante de l'éducation. Donc, on a vraiment essayé de tenir les standards quand même. Et puis finalement, les tests. Moi, je suis ravie de voir des étudiants qui arrivent avec des simulations magnifiques. Et puis je leur dis, bon, ok, maintenant on va passer aux tests. Et puis c'est vraiment les tests qui déterminent si les simulations étaient justes ou pas. Et à la fin, on a testé beaucoup. Tous les éléments critiques ont été testés parce que les simulations ont des limitations sur les hypothèses que vous faites au départ. Voilà. Donc on a ici quelques exemples de tests en phase C, notamment sur tout ce qui était le management thermique de la batterie. Au bout de 6 ans, les batteries qu'on a, elles ont à peu près 40 000 cycles. Ça, c'est des batteries Varta de téléphone portable. 40 000 cycles sur une batterie comme ça, normalement, c'est pas faisable.
Mais le fait d'avoir un depth of discharge, un DOD relativement haut, et puis, un faible DOD, et puis d'avoir scellé les batteries dans cette boîte, et puis d'avoir un système de régulation thermique, les batteries, elles sont nickel. Elles marchent super bien, on voit très très peu de dégradation. Je pense qu'au niveau de l'EPS, le satellite pourrait facilement faire encore 6 ans. On a testé la com, on a fait des tests de radiation sur les microprocesseurs. On avait un détecteur aussi pour l'objectif scientifique de Swisscube. On a fait des tests sur les STM en thermique. Et puis évidemment des tests d'intégration, mais ça je pense que maintenant c'est un petit peu la base pour tout le monde. Les tests en phase D, alors là aussi on y a été avec joie. Des tests de vibration qu'on a pu faire à la DLR, ainsi qu'à l'université de Berne. On a fait des tests d'IMC à côté de chez nous. On a fait des tests de choc, des tests fonctionnels, des tests où on a pris le CubeSat, l'a mis en haut d'une montagne, et puis on a communiqué avec une antenne qui était à 40 ou 50 km de là. Donc ça vous permet vraiment de vérifier toute la chaîne. Et puis des tests thermiques beaucoup plus poussés, décidément, des tests thermiques beaucoup plus poussés à l'université de Berne avec un simulateur de soleil que je recommande à toutes les équipes CubeSat. Bon, ceci dit, notre expérience montre que même si vous avez tout testé, même si c'est tout bon, s'il y a plus de composants qui viennent à brûler, parce que c'est un composant industriel, il y aura quand même des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. Je ne connais pas une mission CubeSat qui n'a pas eu un problème, à un moment ou à un autre. Il s'est trouvé que nous, le design qu'on avait fait était prévu d'être relâché environ à entre 1 et 10 degrés par seconde en rotation. Quand on a fait les mesures au départ, on a été relâché de PSLV avec une cinquantaine de degrés par seconde. Donc on a fait tourner les simulations et puis d'ADCS, et puis les simulations évidemment n'avaient pas été validées correctement. Du coup, au lieu de décélérer le satellite, on l'a accéléré. Donc on était super contents de monter jusqu'à environ 180, 200 degrés par seconde. Donc là, on rentre complètement dans un autre domaine de la DCS qu'on n'a pas pu gérer tout de suite. Ça nous a pris environ 1 an à faire des updates au niveau software, cette fois-ci à valider les simulations qui avaient été faites, pour implémenter à peu près 1 an après le bon tweaking des algorithmes, puis faire que ça décélère. Donc ça, c'était en 2011. Et ce qui s'est passé dans toute l'année là, c'est que le bus ICRC a lui aussi montré ses limites. Et puis on avait des problèmes de communication. Donc en 2011, on a décidé, on va faire ce qu'on appelle un hard reset. Donc les satellites sont typiquement pas prévus pour faire un reset complet du satellite. Nous, on a dit, on essaye. Et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé une commande qui a mis en route le power amplifier de la télécom constamment. C'est venu gentiment enlever tout ce qu'on avait dans les batteries. Puis les batteries, au bout d'un moment, à un certain seuil de voltage, elles se sont arrêtées. Et donc, ça a complètement arrêté tout le satellite. Puis ça, c'était pendant l'éclipse. Ce qui fait que pendant peut-être 5-10 minutes, on était en éclipse, tout le satellite a été arrêté. Puis dès qu'on a eu le soleil de nouveau au soleil, dès qu'on a été en vue du soleil, de nouveau, c'était reparti et le satellite s'est remis en route. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait testé dans la chambre à vide. On était descendu à moins 50 degrés. 2-3 fois, on a testé cette capacité au satellite de se remettre en route à partir d'une position complètement éteinte, juste avec le Sun Simulator. Donc on a assez confiance que ça allait le faire. Je vais me dépêcher un peu, parce que Swisscube, on a ici quelques exemples de données, des températures. On avait environ une vingtaine de senseurs de température. Quand il était en rotation rapide, une égalité des températures. Quand on a été stabilisé, de nouveau, on a pu vérifier que les températures que Swisscube vivait étaient finalement environ 20 degrés en dessous des températures de qualification. Donc on était bon. Tout ça, vous pouvez le trouver sur le site internet. Voilà, je vais passer maintenant. Donc ça, c'était ce qu'on a fait. Et puis je vais passer maintenant à ce qu'on est en train de faire. Il y a une chose importante qui s'est passée, en fait, c'est que quand on a lancé Swisscube,
quelques mois avant ce lancement, il y avait une collision entre deux satellites, un qui s'appelle Iridium, l'autre qui s'appelle Cosmos. Et lors du lancement de Swisscube, on s'est aperçu que Swisscube, l'orbite de Swisscube était inverse de tout le champ de débris qui avait été créé par cette collision. Cette collision a environ créé 2000-3000 débris. Donc c'est quelque chose qui nous a refroidi, parce que ça fait 3 ans qu'on bosse sur un satellite jour et nuit, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas les week-ends. Et d'un seul coup, on vous dit, voilà, les risques de collision sont assez... donc on a été sensibilisés très fortement à ces problèmes de débris. Et donc on a suivi, et là vous avez une base de données de toutes ce qu'on appelle les conjonctions qu'on reçoit du JSPOC aux États-Unis. Donc c'est un organisme qui se charge de vous envoyer un petit email quand vous allez être proche d'une collision. Oups. Voilà. Alors ici, on voit la distance en mètres prévue de la conjonction en fonction ici du temps. Donc ça, c'est à partir de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Puis on voit que typiquement, au début, on en avait entre 5, peut-être 10, 6, 7, 8 de ces conjonctions. Cette année, en fait, on en est, au jour d'aujourd'hui, on en a 8 de conjonctions. Donc on voit une tendance à la progression. Ce qui nous a... Décidément. Ce qui nous a un petit peu ennuyé, c'est quand on a regardé les données de cette année, la première conjonction était avec un satellite Orbcomm fonctionnel. On n'est pas passé très très loin. Et la deuxième conjonction, ça vous allez apprécier, Alain va apprécier, c'était avec un satellite du CNES. Nous, on ne peut rien faire. Donc tout ce qu'on espère, c'est qu'eux fassent des manœuvres de collision, d'évitement de collision. Étant donné les incertitudes qu'il y a sur les positions des satellites, quand on arrive dans les 50 mètres, vous avez carrément un coup de téléphone des États-Unis qui vous dit est-ce que vous êtes bien au courant que... Donc on a vécu ça. On a décidé de faire quelque chose à propos de ça très rapidement. On a décidé de créer un programme en fait, de recherche et de développement pour tout ce qui était débris spatiaux. Donc ça s'est fait en 2010-2011. Et une fois qu'on a été suffisamment mature, on a décidé de créer une mission qui s'appelle Clean Space One en 2012, dont le but premier est de prévenir tous les jeunes comme vous que maintenant les débris, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. À chaque fois que vous faites un CubeSat, vérifiez bien qu'il va retomber avant les 25 ans, même d'ailleurs s'il peut retomber dans les 3 à 5 ans, c'est mieux. Développer les technologies dont on a besoin pour faire du rendez-vous actif et puis de la capture active avec un débris qui n'est non coopératif. Et puis finalement, qu'est-ce que nous, on peut faire comme démonstration? On peut aller chercher ce qui nous appartient. Et puis la Suisse a deux objets qui lui appartiennent dans l'espace, c'est 2 CubeSats, donc Swisscube et puis TSat. Donc notre objectif troisième est d'aller chercher Swisscube. J'ai une petite vidéo, si j'ai le temps à la fin, je vous la montrerai. On la trouve aussi sur Internet, mais l'idée c'est d'être lancé, au départ on pensait pouvoir être lancé sur la bonne orbite, le même plan d'orbite que Swisscube, mais c'est pas dit que ça va le faire comme ça. Et puis de faire le phasage et le rendez-vous un petit peu typique avec des objets qui seraient coopératifs. Au bout d'un moment, on va se retrouver à environ une dizaine de kilomètres, entre 8 et 10 kilomètres, où là, on ne sait pas où Swisscube va être. Donc ça fait partie des incertitudes qu'il y a sur les TLEs. Donc à ce moment-là, on va se mettre dans une phase de détection. On a un radar, un band X, et puis une caméra infrarouge. Dans cette phase-là, on va chercher Swisscube. On va essayer de le trouver sur les images et puis sur la distance avec le radar. Quand on l'aura trouvé, on va faire un locking dessus, c'est-à-dire qu'on va le traquer. Et puis, on va se rapprocher de plus en plus, jusqu'à environ une centaine de mètres, où là, on prendra une photo pour ramener la photo en bas et montrer aux Nations Unies, parce que c'est un problème extrêmement politique, qu'on ne va pas chercher autre chose que ce qui appartient à la Suisse. Et puis après, on rentrera et on engagera dans les séquences de proximité à une vingtaine de mètres. Là, reconnaître la rotation de Swisscube, se positionner par rapport à cette rotation-là, ouvrir le système de déploiement et après avoir fait cette ouverture, rentrer dans une phase autonome où Clean Space One va aller capturer Swisscube et le ramener.
proche de lui. Une fois que ça se sera fait, on aura une session en propulsion normale pour faire le déorbiting. Donc ça, rapidement, c'est un petit peu quelques mots sur le satellite en lui-même. Ce qui est très différent de ce que nous on fait par rapport à ce que l'ESA fait au jour d'aujourd'hui, c'est que nous, on va baser ce système-là de Clean Space One sur les technologies COTS et puis des technologies CubeSat. Donc c'est aussi pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de prendre l'héritage des nanosatellites pour en faire quelque chose d'un petit peu plus complexe. Mais je pense que si ça marche, on aura une solution qui sera bien moins coûteuse pour aller chercher les débris. Ici aussi, de nouveau, comme cette mission est très complexe, je ne peux pas m'attendre à ce qu'elle soit faite qu'avec des étudiants. Donc là, on aura vraiment un mix entre des professionnels et des étudiants pour faire cette mission. On est aussi intéressé dans les coopérations internationales. Je vais passer le schedule, mais en gros, si on commence, comme j'aimerais, tout dépend des financements, l'année prochaine, en 4-5 ans, on vole. Entre-temps, on a eu du fun, et les étudiants surtout, avec un vol d'une expérience dans une fusée-sonde. Donc ça prend typiquement un an et demi, et puis c'est une très bonne expérience éducative tout aussi. On a un projet de CubeSat qui s'appelle CubeETH, où on est en début de phase C. Vous pouvez voir ici le FlatSat, et puis ici le montage du modèle de l'ESTM pour faire des tests thermiques et structurels. Le but de cette mission, c'est de faire un test technologique de receivers qui ont la capacité de recevoir le Galileo, GPS et puis GLONASS. Beidou, je ne suis pas sûre. Et puis de faire la détermination de latitude avec environ 11 antennes GPS à bord. Donc ça, c'est la partie scientifique qui est faite à l'EPF à Zurich. Et puis la partie plateforme est faite avec nous et d'autres partenaires en Suisse. Une autre étude qui a été faite, qu'on a fait en 2014 en réponse à une demande de l'ESA, s'appelle CADRE. Et pour moi, ça, c'est la Ferrari des CubeSat. Alors, la Ferrari des CubeSat, on n'a pas réussi à la mettre dans un 3 unités ou un 6 unités, en fait. Et on a réussi à le mettre dans un 8 unités. Mais c'est le Ultimate CubeSat qui a la capacité. On a 2 systèmes de propulsion coal-gaz ici avec 12 thrusters. Donc, on a la capacité, une agilité en attitude et puis en translation qui est de l'ordre d'une trentaine de mètres par seconde. Donc, ce qui amène à faire, dans ce cas, pour nous, l'idée, c'est de faire des tests de senseurs de rendez-vous non coopératifs. Donc, du coup, on a un 8 unités dont le but était de transporter et de valider des nouveaux senseurs de rendez-vous. Et puis ici, un CubeSat 4 unités qui serait un peu le débris, bien qu'on pouvait quand même le contrôler, pour valider les expériences de ces rendez-vous, de ces senseurs de rendez-vous. Donc là, on a eu vraiment du plaisir. On a réussi à trouver en fait la plupart des sous-systèmes grâce à ce qui existe déjà au niveau des CubeSat. Il y a des cartes de processing des senseurs, de données des senseurs de rendez-vous qui devront être ce qu'on appelle customisés, en bon français. Mais à part ça, on a réussi quand même à tout caser dans un 8 unités. On a proposé cette mission, donc je ne vais pas aller là-dedans au vu du temps. On a proposé cette mission à l'ESA après donc un an de travail. Ils ont beaucoup aimé ce qui a été fait. Et puis après, ils nous ont dit, mais combien ça coûte? Donc on est revenu vers eux avec un prix d'environ 16 millions. Puis là, ils ont dit, oups, on ne va pas pouvoir faire ça. C'est un peu trop. Il se trouve qu'aux États-Unis, à peu près au même moment, eux aussi, Calpoly a eu, Tyvac, l'entreprise, a eu à peu près le même mandat que le nôtre. Eux, c'était pour faire du rendez-vous undocking pour des CubeSat. Ils sont revenus aussi à la NASA et ils ont proposé quelque chose qui coûtait environ 13 millions. Donc, on est dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, c'est une Ferrari, ça coûte plus cher. Et eux, dans les 6 mois après avoir proposé leur chose, ils recevaient les 13 millions, donc ils sont en train de voler tout bientôt, au mois de septembre. Donc c'est un peu... Voilà, les opérations, je ne vais pas aller dans le détail non plus.
mais c'était surtout valider, avoir des fly-around, et puis de se mettre à des distances assez lointaines et valider toute le rendez-vous entre la navigation absolue et la navigation relative. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça vous donne un ordre d'idée. Pour nous, hein, ce qui est important, c'est un travail qui soit bien fait, mais aussi garder un bon esprit d'équipe, rester très positif dans ce qu'on fait. Il y a des moments dans ces projets-là où c'est pas facile. Donc quand ça allait pas et puis que c'était pas facile, on prévoyait un barbecue ou une sortie en montagne tous ensemble, histoire de... Et puis là, je vais vous montrer une petite photo parce que quand même, quelque part, il y a un petit peu... quand on fait un CubeSat, on s'aperçoit qu'on ne contrôle pas tout non plus dans le CubeSat. Donc à un moment, sur le modèle de vol, il y a eu un petit moment de prière, s'il te plaît, fonctionne. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup, Muriel. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois des mains qui se lèvent. On va commencer. Hello, sorry, I'm speak English, so maybe I'm not clearly understand what you speak in French. So I have two questions. The first one is how it sees the debris. Maybe it's the camera or something else. What is the methods? And the second is how could you bring back your CubeSat back to the Earth, or it's prepared already or something like that? So at this point, to detect the debris, which is going to be not a debris but SwissCube, we'll have a X-band radar, and that gives you the depth, that gives you the range. And combined with an infrared camera, the infrared camera will give you the azimuth and elevation, and then combining those two data, you're going to get not a very precise, but some idea where the cube is. And then we'll perform maneuvers to come closer and closer in order to get more accurate on the position of the cube, if that answers your question. And then after this, we'll go, once we get close enough, we're going to go through a visible camera combined with a flash LiDAR. And the flash LiDAR is an active device that sends a pulse, to which you come back with the clouds of points. And each point actually gives you a distance to your target. So we're still developing the algorithms to make the point of cloud and the visible image match. Okay, and this is something also at ESA they're doing. So it's the new technology. And then the way we're going to bring SwissCube back down is through we have good relationships with the Swedish. And so we're going to be the ECAPS, it's a company in Sweden, and they have a green propellant. It's a monoprop system, and so we're going to be using their system. The big advantage of their system is that they can ship it. They can ship it via regular mail. Because it's green propellant, they do all the testing at their place, which is also nice because in our university we're not set up for doing propulsion tests. And you can send that via airmail or regular mail, and that works, which is a big advantage. When you building the CubeSat, do you preparing some kind of docking system for the CubeSat, or it's just the normal CubeSat and You mean our first CubeSat? Yeah. And then did you say docking system? Yeah, when you say that you will bring it back... Yes. Yeah. No, the capture is actually... The capture system is what we call the Pac-Man. Ah. You can see it right here. So it's basically 5 booms that will be deployed, and in the middle there is the deployment system. And the 5 booms, when they deploy, they bring with them a net. And the booms are actually curved like this. And so you do the opening, and once SwissCube is inside enough, there will be a time-of-flight camera that measures the distance in real time. And when it's close enough, the Pac-Man mechanism will close. It has actually 1 second to do this, because when you do the closing, there are cases where you're pushing SwissCube back out. And
And so we've done some simulations to make sure that we get the right shape, such that, and also a closing system that's quite fast, just to make sure that when you close, you don't eject it back out. Do you think, yeah, one last, do you think it's good if when you design a CubeSat, you prepare something before to bring it back, like a docking system, something like that? I would totally recommend that you launch below 550, maybe 600 kilometer. For several reasons, in fact. If you're the project manager, you see, it's been there for 6 years now. I'm responsible for it. If there is a collision, I'm responsible for it. If there is SwissCube is at 720, it's going to be there for 40 years. So in my next 40 years, I'm going to be worried about SwissCube. I may die before it dies or before it comes by, but I'm responsible. So that's an aspect of it. And the second thing is that at some point we're going to cross and we're going to cross the ISS. Maybe the ISS won't be there anymore, but and then the second point also is you still need the ops team to know where it's at, and so I would completely recommend just launch below 550, and you'll be much better. If I had to do this again, I wouldn't go back to 700. Okay, I think we need to move on to the next talk. Thank you again. And of course, if you have further questions, you're free to ask questions and enjoy the breaks, lunch, etc. for taking advantage of the people giving the talk. So the next talk will be given. Pardon, je me rends compte que je suis passé à l'anglais parce que tout le monde parlait anglais. Mais je vais continuer en français. Alors, on avait une recommandation, effectivement, pour nos collègues jeunes étudiants étrangers d'essayer de faire des efforts vers l'anglais. Donc, pour les prochaines présentations, le moyen terme, ça a été de dire, bon, si vous pouvez, pour la journée de demain, avoir des slides plutôt en anglais, si vous faites votre présentation en français, ça pourrait aider. C'est une remarque en passant. Donc, la présentation maintenant est celle qui sera donnée par Gary Quinsac, de l'Observatoire de Paris sur l'AOCS autonome interplanétaire que j'imagine ils ont développé. C'est parti. Ok, donc je vais essayer de faire je vais faire la présentation en anglais du coup. Ah bah voilà, très bien. Si ça va à tout le monde. So my name is Gary Quinsac. I started my PhD several months ago at the Paris Observatory with Benoît Mosser and Boris Segret. And my PhD is funded by PSL, Paris Sciences et Lettres, so I have to mention it. And I'm working at the laboratory LESIA at the Observatory of Paris. And you have all the logos, and especially the one from National Cheng Kung University in Taiwan, with whom we're working on what I'm going to talk to you about today. So the name of my presentation is a functional analysis of an attitude and orbit control system for CubeSat with propulsion for deep space missions. First, an outline of my presentation. I'm going to first introduce the mission context in which we are developing this autonomous AOCS. Then I will go to the Birdie technology, so-called Birdie technology. And then I will talk to you about briefly the external constraints that are pretty different in deep space missions from LEO missions, because most CubeSats have been in low Earth orbits so far. It also impacts the sensors and actuators we can use. And then we'll see that we definitely need space propulsion for that. So I will introduce some propulsion systems. Some performances of those systems, and I will present the liquid micro-PPT system that we have chosen to work with, and then I will go back to some AOCS modes we have identified and a diagram of how it works. So first of all, the first context in which we want that technology to be used is for deep space cruise. So this is
mission. I will not go into details with the science case, but it's a space weather mission that would perform measurements on the way to Mars, for instance. So there would be first on-ground work to have a trajectory, a reference trajectory that would be computed. Then we would be deployed and we would perform science measurements and orbit control and trajectory correction maneuvers on the way to Mars in order to succeed in performing the flyby to Mars to catch the pre-return trajectory to the Earth. So such a mission, since it's been developed for 3 unit CubeSats, we wouldn't have power enough and enough volume to have a big telecommunication system. So it has to be autonomous. So the AOCS also has to be autonomous. And the first computations have shown that we only need few meters per second to perform trajectory correction maneuvers on such a mission concept. So this is roughly the delta V that we want our propulsion system to give us. Another context is what we call a flying leg context. So this example is based on the AIM mission. So asteroid impact, what does the M stand for? I don't remember, sorry. So it's a mission that is being developed by ESA and NASA. It's a joint cooperative mission. So the ESA part wants to release 2 CubeSats in the vicinity of 2 asteroids, so Didymos A and B, one being way bigger than the other one that is orbiting around the first one. And on such a mission, CubeSats would have to perform orbit corrections to fly around beneath, the system of asteroids. And we have evaluated that for such a mission concept, we would need several tenths of meter per second for 3 to 4 month mission. So this is what we need from our propulsion system for such a mission concept. And we would also have, of course, to perform some attitude control for the science case and also to send telecommunication to the mothercraft that would relay it back to Earth. So now that we have the 2 contexts, let me introduce the so-called Birdie technology. So as I said, it's an autonomous AOCS for 3 unit CubeSats right now. The red squares, this is what I'm going to talk to you about today. So that's what I'm working on currently. But we have also identified 2 other aspects. Boris Segret is currently working on the orbit determination because since we want it to be autonomous, we want the CubeSat to be able to determine where he is exactly and what is the shift with the reference trajectory so we can correct it. And there will also be a part regarding the computation of the delta V that we need to perform to correct the shift from the trajectory. So these are the different parts we have to work on. And on the left, you have just a view of a 3 unit CubeSat using the liquid micro PPT system with what it should look like in the end. So it's a 4 thrusters propulsion system, and each with the frequency of 1 Hertz. So each second, one of the thrusters can have a pulse, and here you see one of them being used. So as I said, the constraints will be pretty different from what we have in a low Earth orbits. So here you have a presentation of the torques due to the Earth and Mars. So in blue, the torques due to the Earth, and red from Mars. We can see that as soon as we go quite far from it, the solar radiation pressure that is the main disturbance torque that we have to face. This is the torque that we have to compensate with our actuators. But if we are quite close from it, for instance, 1,000 kilometers, so if we perform a flyby that is quite close to Mars, the gravitational torque will be
also high. And we don't have to take into account, I mean, at the beginning, we don't have to take into account the electromagnetic torque and also the atmospheric drag, because we will be way too high to have problem with that. So that first evaluation shows us that we need to compensate torques that are of the order of 10 at the power of -8 Newton meters. So we want our actuators to provide us with torques higher than that, so we can compensate with those disturbance torques. So this is for the attitude control. Now the sensors and actuators we can use in a deep space mission. Of course, we cannot use the magnetometers because we will be out of the Earth magnetic field, and it will be too weak. Sorry. No Earth sensors neither, but we can use sun sensors. We definitely need star trackers because we will need precise attitude determination for the orbit determination. We will take several pictures. We need a very precise accuracy. And also 3-axis accelerometers. In terms of actuators, the same problem occurs. We cannot use the magnetic torquers, but we can use reaction wheels that have been used on many CubeSats. The problem with reaction wheels is that you need to perform at some point momentum dumping, and if you want to do so, and if you don't have magnetic torquers, then you need a propulsion system to do that. To do that, you will also need a propulsion system that can provide you with a torque. So if it can do that, it should also be able to provide you with attitude control, the propulsion system. So we want to get rid of the reaction wheels and do all the attitude control with the propulsion system. And this is why we are working with the liquid micro-PPT systems. So now that we've seen that we need propulsion on our CubeSats, I will give you some basics about that. A lot of you are probably familiar with that. But basically, you just release material, and it will, as a reaction, it will provide you with the delta V. The main features that we need from a propulsion system is the velocity increment capability. So it's basically the amount of control that you will have during your mission in terms of orbit control, but also attitude control. And we're also very interested in the thrust levels, because if you have a propulsion system that gives you a thrust that is too high, then you cannot perform a precise attitude control. So we want it to be low, because in interplanetary environments, the maneuvers that we need to do don't require high forces. So the values that are very important for us is the specific impulse, so the ISP, which is almost directly related to the delta V. It's the ISP is how good actually your propulsion system is, and then the delta V that you will have will depend also on the quantity of propellant that you will have on board. So I won't stay too long on those equations. And I will go to the quick classification of the propulsion systems. So we've heard about 2 different propulsion systems in the previous presentation. Both of them were chemical ones. I think we've been hearing about a cold gas and a green propellant. So it's in the monopropellant category. The main problem with chemical propulsion is that it gives you a very low ISP, so it can be very good for attitude control, but not for orbit control, because if you have a low ISP, then you will have a low delta V, so you cannot perform a lot of orbit control. On the other hand, electric propulsion gives you high ISP, so that's what we're looking for in our mission concepts. But generally, it's for some of them, it's trickier to develop. So there is a trade-off to do. But we are focusing on an electric solution, which is in the electromagnetic category.
I have also displayed the propellant-free solutions like solar sails, but they are not, let's say, some missions have been flying with it, but it's not ready yet for such concept missions. So we don't pay too much attention to that right now. So here I display some performances provided by different propulsion systems. So the two on the bottom left are chemical propulsions. The MEPC from VACO is a propulsion system that will be on board Inspire from NASA that will be used only for attitude control, no orbit control. It's a cold gas system with several thrusters that can provide you with so torques for attitude control. As you can see, the ISP is very low, and the amount of delta V it gives is around like 20 meters per second. So it's not good for orbit control, but it's definitely good enough for attitude control, which is exactly what they need. The BGT X5 from Buzek is a 1-unit propulsion system, so it's the biggest one that I display here, actually. And it's a monopropellant one, I think, yes, with green propellant. And it can, as you can see, it has only one thruster, so it only provides you with orbit control with a delta V. So you need other actuators for the attitude control. So if you have that, for instance, you will need momentum wheels and also magneto torquers. Or another propulsion system only for attitude control. But it has way better performances because it can carry on a lot of propellant since it's way bigger. And the four others are different electric propulsions. It's interesting to compare the PPT cup actually and the liquid micro PPT because they both work with pulse plasma thrusters, except that the PPT cup is a classic one with solid Teflon, and the liquid micro PPT that we are working with uses liquid kind of Teflon, liquid propellant. So the PPT cup can only provide with one axis of thrust, so only orbit control again. But it's a little bit smaller than the liquid micro PPT, which is, I think, half of a unit, the liquid micro PPT system. And the other ones are also electric propulsion systems. Max 1 is an electrospray system that is being developed in the US. But once again, it only provides orbit control, but you can have several of it because it's quite small. And the MicroCat has very good performances, but it's very, very tricky to implement. So I told you about classic pulse plasma thrusters and the liquid micro pulse plasma thruster that we are working with. The main differences in those systems is that so classic PPT use a solid Teflon with a spring that pushes it to where an igniter will turn the Teflon into plasma, and then with an electromagnetic field, the plasma will be released. The problem with that is that you need your propellant, you need like one piece of Teflon per thruster, but if you use liquid propellant, then you have only one tank that can distribute the propellant to different thrusters. So that's what is quite new from in the liquid micro PPT development. And it also corrects some problems, some recurrent problems that people have with the classic PPT. For instance, a constant thrust, I mean a constant force during all the mission, because the solid Teflon, since it's ablated, the surface can change during the mission, and if it changes, then you will not ablate the same amount of Teflon at each pulse, so you will not get the same thrust during all your mission. A problem that shouldn't occur with the liquid micro PPT. And the propellant is released to the thruster with the capillarity in the liquid micro PPT system. So here are some tests that we've made and some characteristics about the liquid micro PPT system. So it's in TRL 3 right now. It's being developed by a European consortium. They have been working with the fundings from the FP7 program from Europe, and they might be funded by the H2020
program quite soon, so it should, the TRL should improve a lot in the coming years. It has a fourth thruster configuration that allows you to perform orbit and attitude control, as I said, with torques higher than 10 at the power of -7 Newton meters with our configuration. So the propulsion system would be at one extremity of the CubeSats. It uses a space-qualified propellant, as I said. No, I didn't say it before, but yeah, it's space-qualified. This kind of Teflon oil has been already used in space. So that's really interesting. We have to pay attention to the Schmidt triggers, actually, because as you can see on the top left, if you want to point in one direction, for instance, here you have on the axis the angle and the rotation velocity. And if you want to point very precisely in one direction, you will always have a residual rotation velocity. So you have a trade-off to do between your propellant consumption and the accuracy you want to have, because you always have to correct at some point your pointing. So that's a strategy that we have to determine depending on our mission concept. So that's something that is inherent to the system. And the first test that we have performed show that we can detumble, for instance, in 9 hours. So the detumbling is what you have to do once you've been released from the deployer. SwissCube had, I think you said, the 50 degrees per second. So we've used actually that value to show that we can do that in 9 hours with that system. But we also have realized that if you perform attitude control with your thruster and with that configuration, you will always have a residual induced linear delta V, because it's at one extremity of the CubeSat, so you will always change a little bit your orbit as soon as you will perform attitude control. So we also need a strategy to compensate for that orbit shift after some attitude control phase. This slide is very general, since we want our AOCS, our autonomous AOCS, to be used on different mission concepts, on different points. For now, interplanetary mission concepts. We don't have very precise science cases. So from some general mission modes, we've come to some general AOCS modes as well, so with like Roth acquisition mode, fine acquisition mode, and so on. And as you can see, the only actuator that is being used in all those modes is the liquid micro-PPT. And the sensors depend on the precision you want to get. So there is no need to stay forever on that slide. And this can be a sum up, actually, of what I've been saying. So it's a block diagram of how it would work, with the sensors giving information for attitude and orbit determination. And what is interesting to see is the feedback that we need. For instance, we need a feedback from the attitude determination when we want to perform orbit determination, because we'll take several pictures for the orbit determination part. But if we take those pictures, we need to know exactly where, what is our attitude at that time. And we will also need a feedback, as I said, from the attitude control part, because there will be an induced linear delta V that we will need to compensate with the orbit control. And in the end, the only actuators will be the different thrusters that will work one after the other with the frequency of 1 Hertz. So as a conclusion, so we are developing an AOCS for autonomous navigation for deep space missions at the Paris Observatory, but also at the National Cheng Kung University in Taiwan. We have chosen the liquid micro-PPT system because it fits with all our requirements so far. We have already seen two, let's say, hard points that we have to work on. So the Schmidt trigger strategy and the induced linear delta V.
the functional analysis that I've been showing you is very general because we want it for now to fit with different mission concepts. So once we have our autonomous AOCS developed, it can be used by different CubeSat missions. As the objective, so that's the objective that we have, an off-the-shelf high-level function that can be used by different missions. And we are also aware that there are a lot of considerations that are still not taken into account, like radiation protection and also the plume contamination. But first studies have shown that it shouldn't be that high. So it's the contamination due to the exhaust plasma from the thruster. So thank you for your attention, and if you have any questions, feel free to ask in French or in English. Merci beaucoup. Are there any questions up there? Good morning. You said magnetic actuators are unstable. Can you tell me why it is unstable in the orbit? Oh, You said magnetic torques are unstable. okay. Can you tell me it's why? No. The thing is that if we are in an interplanetary mission, the magnetic field from the Earth won't be present if we are too far from the Earth. Okay. So we'll have a very weak magnetic field in the interplanetary space. So we cannot use it with for the sensors or even for the actuators. It's not high enough. So we need to rely on other actuators and sensors on that. Does it answer your question? Yeah. Thank you. Ok. Donc, s'il n'y en a pas d'autres questions, si devant. Ah, une question suisse. One question I have for you is, at some point you need to start up your star trackers. And for your star trackers to initiate, you have to have quite a good pointing, actually, and pointing stability. How do you do that? So about the strategy to go from a rough pointing mode to a precise one, so we can use the star trackers. We are still evaluating if we can do that with the other sensors on board, but the propulsion system should be is actually good enough to have a precise pointing from the actuator point of view. But we will maybe need something to do the transition between those sensors if they don't have a good enough accuracy. But right now we are not focusing that much on the sensors, more on the integration of the actuator part. But that's definitely something we have to take into account. Ok, merci beaucoup. On va passer au talk suivant. Merci encore. Et donc, notre avant-dernière intervention, puisque je vous rappelle, on a une intervention supplémentaire après, elle sera donc donnée par Bénédicte Escudier et Stéphanie Lizy d'Estrée. Il s'agit donc des CubeSat de Supaéro. Donc, je donne la parole à Bénédicte. Bonjour. D'accord, donc je suis ravie d'être là. Effectivement, on va faire une présentation à deux voix. Donc, je vais laisser ma collègue Stéphanie Lizy d'Estrée, qui est aussi à Supaéro, présenter les projets actuels, enfin passés, actuels et futurs de Supaéro. Et je finirai par quelques mots sur le Centre spatial universitaire de Toulouse pour ouvrir un petit peu la discussion. Voilà. Je laisse la parole à Stéphanie. Et bonjour. Donc, Déjà, je vais vous présenter le plan de notre présentation. Donc, je vais commencer par vous proposer une introduction sur les activités spatiales à l'ISAE Supaéro pour vous montrer comment la thématique des CubeSat s'intègre dans une stratégie plus large. Ensuite, je vous proposerai un panorama des différents projets nanosat que nous avons, donc ceux qui sont en cours et les futurs. Puis donc, je laisserai la parole à Bénédicte pour parler du CSUT et conclure. Donc, au niveau des activités spatiales à l'ISAE Supaéro, au niveau formation et dans la formation ingénieur, là le focus est fait sur la formation ingénieur uniquement. Donc, on a un parcours particulier dédié à la thématique des systèmes spatiaux qui représente à peu près 25% des étudiants de troisième année dans le cycle ingénieur. Ensuite, on a aussi des diplômes au niveau master.
donc soit des masters spécialisés, des masters of science ou des masters en collaboration avec l'université Paul Sabatier par exemple. Et enfin, on a certains programmes de thèse qui s'appliquent à cette thématique-là. Au niveau des projets des étudiants, donc les étudiants de l'ISAE Super-Héros vont s'impliquer dans différents types d'activités en lien avec les activités spatiales. Donc ça peut être les vols paraboliques, les CANSAT, les missions ballons aussi, ainsi que beaucoup sur les aspects mini-lanceurs, donc avec Perseus qui va être le pendant du programme Janus pour les lanceurs. Et les nanosatellites, donc vous avez ici les 4 noms des projets dont je vais vous parler. Au niveau de nos activités de recherche, donc au niveau non seulement au niveau de l'enseignement, mais aussi de la recherche, nous menons des activités en lien avec les systèmes spatiaux. Donc pour tout ce qui va être la thématique des systèmes embarqués, de tout ce qui est calculateur bord, GNC, mais également tout ce qui va être analyse mission, tout ce qui va être mécanique spatiale, un gros effort sur la conception des concepts avancés, et enfin tout ce qui va tourner autour des senseurs et des télécommunications. Au niveau des équipements et des outils, donc là vous avez par exemple une image qui vous montre la station sol qu'on a en Bandès à Cayenne, sur le toit de l'université de Guyane, mais on a aussi une station sol en UHF-VHF sur le campus de Super-Héros. On a acquis et développé des moyens de test comme une chambre à vide pour tout ce qui est cyclage thermique, et on a un banc de vibration. On a aussi toute une suite logicielle qui date de l'histoire d'Arsène et qui a été développée, enrichie depuis, donc pour tout ce qui va être modélisation de trajectoire, mais également de calcul de SCAO ou de thermique et de propagation d'orbite. Donc, vous avez vu sur la planche tout à l'heure, je vais vous parler de quatre missions. Donc, Entrisat, c'est la mission qui a été déjà évoquée ce matin par Alain, puisqu'elle fait partie du projet QB50 et fait partie du programme Janus. Donc, l'objectif scientifique de la mission, comme il l'a déjà été évoqué ce matin, c'est d'améliorer la connaissance des phénomènes de réentrée. Donc, tout ce qui va être la dynamique des débris spatiaux, mais également la mesure des variations de la pression, et d'observer l'intégrité du satellite pendant la phase de rentrée. Je crois que j'ai... Non, si, c'est bon. Donc, le satellite Entrisat, donc le CubeSat dont on a parlé, s'intègre dans une architecture système beaucoup plus complexe, avec justement des moyens sols donc, à Toulouse, mais également il va s'inclure en échange avec la constellation Iridium, puisqu'on va le voir, c'est un des éléments de la charge utile, et aussi va s'intégrer dans le réseau des missions QB50. Au niveau de la charge utile, donc, le satellite Entrisat est équipé de capteurs pour la mesure de température, des mesures de flux et également de pression, et aussi un capteur de température interne, les mesures de la traînée, merci, et d'attitude grâce aux IMU, et aussi tout ce qui est position et orbite avec les GPS. Donc ici vous avez une vue du satellite Entrisat, une photo là de la station sur le toit du campus. Donc vous voyez que le satellite Entrisat est en UHF-VHF, et on voit un peu l'architecture du satellite. Le deuxième projet qui est en cours actuellement à l'école est le projet NYMPH. Donc le projet NYMPH, son acronyme qui veut dire Nanosatellite to Investigate Microwave Photonics Hardware. Donc il est dans la continuité d'Entrisat. L'idée est de réutiliser les best practices d'Entrisat et d'avancer. Donc
là, on va être sur des objectifs missions qui sont différents, puisque l'objectif est d'étudier l'évolution dans un environnement spatial de composants optoélectroniques. L'idée étant de pouvoir remplacer à terme les fibres, les charges utiles de télécom classiques par des fibres optiques afin de réduire le volume et les masses dans ces satellites-là. Donc l'important, c'est de voir l'évolution, donc le vieillissement de ces composants-là avec l'environnement radiatif. Donc l'objet de NYMPH est de mesurer justement la dose reçue et de pouvoir la quantifier. Donc c'est pour ça que vous voyez au niveau des objectifs techniques tout ce qui va être mesure en orbite des dégradations. Et le gros challenge aussi consiste à la mise en place de la méthodologie de métrologie. Comment mesurer cette évolution-là et ces dégradations de performance. Au niveau des exigences de la mission, ça va se traduire par une exigence forte au niveau de la spécification de pouvoir mesurer, accumuler 20 kilorades sur 2 ans. Donc on a beaucoup réfléchi sur quelle trajectoire pour pouvoir être compatible. Donc là, vous avez actuellement, suite à toutes les analyses et tous les trade-offs, on a retenu une orbite circulaire à 650 km avec une inclinaison de 98, parce que l'idée était de pouvoir passer sur du polaire pour pouvoir survoler l'Atlantique Sud et avec en plus comme contrainte une durée de vie de 2 ans. Pour pouvoir bien mesurer l'évolution des comportements et un respect de la LOS. Donc ça, c'est une contrainte forte qu'on s'est imposée. Et voilà. Et donc on espère pouvoir lancer en 2019. Au niveau de la charge utile, donc vous voyez que c'est une charge utile qui est assez complexe. Vous avez une image CAO là sur le bas de la planche qui vous montre donc l'ensemble des composants qui sont dans cette charge utile. Donc il y a des diodes laser, il y a des photodétecteurs, il y a toutes sortes de composants qui font que la charge utile, elle rentre dans 2 unités, à elle toute seule, avec des grosses contraintes puisqu'on veut mesurer beaucoup de radiation, donc on va l'exposer à l'environnement radiatif. Donc on a aussi des gros problèmes, de gros challenges en thermique à lever. Donc ce qu'on a fait, c'est que, vous voyez, on a différentes étapes. On a actuellement une maquette de la charge utile pour voir les problèmes d'aménagement et d'encombrement. Et donc du coup, on a réduit la plateforme à 1 unité. Donc actuellement, on a fini la phase 0, on est dans la phase A, en train de préparer la phase A. Et donc on a quand même fait quelques choix de design, comme on a choisi d'être en UHF, VHF. On avait fait un trade-off avec la bande S, puisque comme on a une station sol en bande S, on trouvait que ça pouvait être intéressant, mais finalement, il était préférable. On a un premier layout du CubeSat avec donc les 2 U consacrés à la charge utile et 1 unité à la plateforme. On est actuellement en train de travailler sur l'architecture commande-contrôle pour pouvoir communiquer au niveau bord et entre le bord et le sol, entre la charge utile et la plateforme et le satellite et le segment sol. On travaille beaucoup sur le contrôle d'attitude. Donc pour l'instant, vous voyez, dans 1 unité, il ne reste plus beaucoup de place pour mettre grand-chose. Donc on est sur du tout magnétique, mais comme on a une charge utile qui est très gourmande en puissance, on est pointé soleil. Donc il faut pouvoir maintenir cette direction. Donc c'est assez challenging sur le contrôle. Donc on travaille aussi sur les bilans de puissance. C'est la grosse difficulté. J'appelle souvent NYMPH comme étant un satellite schizophrène, parce que la charge utile veut recevoir beaucoup de radiation alors que la plateforme veut en être protégée. Et donc il faut qu'on travaille sur cette architecture pour pouvoir trouver un équilibre entre ces deux exigences qui sont antagonistes.
Donc là, je vous ai parlé des analyses en cours. Les étapes suivantes, et qui sont communes justement au projet Entrisat, c'est de travailler sur le segment sol, sur l'architecture du segment sol. Une fois qu'on aura finalisé, en tout cas bien avancé sur les étapes suivantes, on reviendra sur l'architecture et sur la thermique, parce qu'on a déjà fait des études, mais on sait très bien qu'elles sont liées aux études en cours, donc on sait qu'on va reboucler. Donc ça, c'est les projets qui sont vraiment avancés au niveau de l'école. Il y a 2 autres projets sur lesquels on travaille. Donc il y a CISCUB qui fait partie de la mission AIM qui a été présentée juste précédemment, là, de faire un rendez-vous avec un astéroïde binaire. Donc il fait partie donc, du projet AGEX. Donc là, vous avez la liste des équipements qui ont été proposés d'être intégrés dans cette station, dans cette plateforme-là. Et ensuite, vous avez le satellite JUMPSAT. Donc celui-là, c'est un projet qui est un peu plus ancien à l'école, qui a même précédé NYMF et dont les études a servi à proposer une architecture pour NYMF. L'idée, c'est de pouvoir qualifier en vol d'autres projets qui sont menés à l'école. Donc, on travaille sur la miniaturisation d'un senseur stellaire. On travaille également sur un contrôle d'attitude 3 axes. Et donc, du coup, le projet JUMPSAT a pour objectif de qualifier en vol, en fait, toutes ces technos qu'on développe à l'école. Oui, alors ce que je ne vous ai pas dit en introduction également, et qui sont en études de design et de spécification à l'école, c'est on est en train de travailler, enfin on a développé avec le CNES un banc de validation senseur stellaire pour le développement de notre senseur stellaire. Et également, là on est plus au niveau de l'aspect d'un banc de validation pour le contrôle d'attitude. Donc pour pouvoir contrôler 3 axes notre CubeSat et faire des tests avec les levées et descentes de soleil qui vont bien. Voilà, donc ça je finis avec la roadmap pour laisser la main à Bénédicte. Donc c'était pour vous montrer qu'en fait on travaille beaucoup en retour d'expérience. Donc l'histoire des satellites à l'école a commencé avec Arsène. Et même si ça fait longtemps et même si c'était pas un CubeSat, on a quand même bénéficié de l'héritage pour Entrisat, donc qui est très actuel puisque les objectifs c'est fin 2016, début 2017. Puis il y a une collaboration sur ISAT puisqu'on participe à certains sous-systèmes et notamment la partie sol. NYMF, on vise NYMF pour 2019. En parallèle, il y aura CISCUB et JUMPSAT par la suite. Donc, Bénédicte, je te laisse continuer. Donc, après toutes ces... donc après ces présentations de ce qui se fait à l'ISAE Super-Héros, ça n'a pas été peut-être toujours mis en exergue, mais on a déjà travaillé avec d'autres. Vous avez vu les sigles des différents partenaires. Et donc, il a été, et on sait qu'à Toulouse, beaucoup de gens travaillent dans le domaine spatial, que ce soit au niveau formation, recherche, mais aussi projet. Et donc, il a été décidé il y a quelques mois de mettre en place un centre spatial universitaire à Toulouse. Alors, ce n'est pas très original par rapport à d'autres qui l'ont déjà fait, effectivement, à Montpellier, à Grenoble, à Paris, etc. L'idée étant vraiment de mettre en réseau et de capitaliser sur... je croyais que c'était... Et de capitaliser sur tout ce qui existe autour de Toulouse, en formation, en recherche, et bien sûr avec le lien avec l'industrie. Donc en fait, ça a été décidé, on a regardé un petit peu ce qui existait, les projets sur lesquels on travaillait, les activités. Donc les activités, Stéphanie en a déjà parlé, c'est pas uniquement les nanosats, effectivement, on va un petit peu dans d'autres domaines, type plus mini-lanceurs et ballons particulièrement. On a regardé un petit peu les établissements de formation qui travaillaient déjà dans le domaine spatial, et il y en a un certain nombre à Toulouse. Et fort de tous les liens qu'il y avait déjà, qui s'exprimaient dans certains projets concrets, NYMF par exemple, on travaille avec l'ONERA, on travaille avec le LAS, donc avec l'Université Paul Sabatier, avec le CNES, on a déjà des liens assez forts de partenariat sur des projets concrets. On s'est dit, on va mettre en valeur un petit peu tous ces points positifs en créant ce CATU. Alors, les partenaires, donc la dernière fois, j'ai déjà présenté, quelqu'un l'a déjà présenté pour moi, ce
Centre spatial universitaire à Grenoble il y a quelques mois. Là, maintenant, les choses avancent. On a vraiment confirmé les partenaires qui, à l'époque, étaient pressentis. Donc, il y a 5 universités ou écoles d'ingénieurs qui vont être membres de ce consortium. 3 établissements de recherche. Alors, pourquoi 3 simplement? Parce qu'en fait, pour le moment, on était très pragmatique. On s'est dit, pour fonctionner, il ne faut pas être trop nombreux. Pour faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire mutualiser nos plateformes d'intégration de tests, parce qu'effectivement, Stéphanie a parlé de quelques moyens qu'on a de vide thermique, de vibration, de salles blanches ou grises. On en a à l'ISAE Super-Héros, il y en a bien sûr chez nos partenaires à Toulouse. Donc l'idée, c'est d'essayer de mutualiser, de coordonner au mieux l'utilisation de toutes ces plateformes et de mutualiser non seulement certains projets, peut-être pas avec tout le monde, mais avec une partie des partenaires, mais aussi toutes les méthodologies d'ingénierie système, d'optimisation, etc., de co-design. Donc, tout ça pour dire que si je reviens aux membres de recherche, en fait, on a été pragmatique puisqu'on a pris les gens avec qui on travaillait déjà sur des projets concrets et qui sont impliqués, donc le LAS, bien sûr, l'IRAP et l'ONERA. Bien sûr, notre partenaire associé aussi, c'est le CNES qui est déjà, qui soutient cette initiative comme il a soutenu les autres initiatives en France. Ensuite, le soutien industriel, il est évident. Et puis, bien sûr, d'autres laboratoires rejoindront cette initiative assez rapidement, puisqu'il y a un intérêt fort de mettre en marche cette histoire. Alors, je rappelais aussi que nous, le CSUT arrive un peu tard, plus tard que d'autres, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas déjà avec d'autres. Donc, avec Montpellier, on a déjà développé des premiers axes de collaboration. Avec Paris Diderot, on a par d'échanges d'étudiants. Alors, on a la chance d'avoir déjà aussi pas mal d'échanges nationaux et internationaux par nos étudiants qui sont, comme disait Stéphanie, intéressés par le domaine spatial et qui ont déjà échangé avec d'autres universitaires, comme sur Igosat pour Paris Diderot, comme sur des projets communs qu'on peut avoir, des coopérations qu'on peut avoir avec l'IX ou avec d'autres partenaires, et des projets futurs avec Grenoble en particulier. Donc Stéphanie l'a peut-être pas précisé, mais après, en parallèle de ces projets-là, on a aussi un certain nombre de phases zéro sur lesquelles on travaille avec nos étudiants, de projets scientifiques au niveau toulousain et au niveau national et international. Le Perseus, effectivement, c'est une coopération déjà existante assez forte. Au niveau, je vais juste donner les exemples parce que les coopérations européennes, alors Myriam va retrouver le PFL parce que c'est un partenaire qu'on peut avoir, pas directement sur les nanosats pour le moment, mais on espère développer des choses, et un partenaire académique ancien. Et puis, on a un certain nombre de réseaux. Vous savez qu'à Toulouse, l'UPS est responsable d'un International European Space Master. On a des réseaux européens avec lesquels on travaille très, très régulièrement. Beaucoup d'échanges d'étudiants, on a un master dont s'occupe aussi Stéphanie en exploration spatiale en commun avec l'Italie et l'Angleterre et Leicester, et donc avec des équipes d'étudiants qui travaillent sur des projets. Là, ce n'est pas des nanosats, c'est plutôt des grosses structures pour aller sur Mars sur des vols habités. Et en international, juste quelques exemples. On travaille avec l'université de Kyushu au Japon sur des espèces de... C'est pas des micro-lanceurs, là c'est plutôt des micro-navettes qui sont en train, alors qui ne sont pas habitées, des micro-navettes, c'est-à-dire qu'on va redescendre plutôt comme une navette. Avec la Russie, on parlait tout à l'heure de Bauman, enfin de Moscou et de Bauman. On a un étudiant qui travaille sur NINF, enfin on a un stagiaire sur NINF, un doctorant sur NINF qui vient de Moscou. Avec Samara, on a aussi régulièrement des échanges et des stagiaires. Alors ça, c'est les exemples plutôt un peu ISAE Super-Héros, mais dans des cadres de projets collaboratifs, et les États-Unis. Et juste pour finir, puisqu'on doit aller vite pour laisser la place à nos jeunes ingénieurs, Nicolas, pour parler du segment SAT après. Donc, rappeler qu'en conclusion, l'idée, c'est vraiment une efficacité meilleure, puisque pour il y a beaucoup de choses qui existent, donc comment améliorer l'efficacité. Et vous dire aussi que la prochaine étape, c'est que normalement, ce GIS doit être signé à l'occasion du Toulouse Space Show en juin, donc bientôt, fin juin, et qu'on veut le mettre en œuvre pour cet été pour avoir un premier événement, on espère, enfin on verra lequel, soit fin 2016, soit début 2017, avec des choses très concrètes derrière. C'est pas seulement pour faire des événements et pour faire d'accord. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que je laisse la place suffisamment de place à Nicolas. Voilà. Si vous avez des questions, pardon. Oui. J'entends rien. Bonjour.
Bonjour. Ça concerne principalement la station sol de l'un de ces 4 ou 5 projets. Oui. Vous avez dit que vous avez 2 stations sol, la première dans la bande VHF, UHF. Oui. Je comprends très bien parce que je travaille sur un sujet assez similaire. Et une deuxième station sol dans la bande à 2 GHz. Oui, à Et Cayenne. c'est pourquoi? Alors, c'est un historique de coopération. Merci. En fait, on a développé cette station dans le cadre d'une coopération avec le MIT sur un satellite scientifique. Ils avaient besoin de 3 stations dans le monde et ils nous ont proposé de développer une station. On a donc, pour communiquer sur ET, ça veut dire High Energy Transient Experiment. Et donc, c'est la dernière coopération qu'on a eue sur cette station. Il y avait 3 stations dans le monde, dont Cayenne. Voilà. Et donc, on l'a piloté de Toulouse. Enfin, voilà, on a acquis, je dirais, une certaine compétence dans le domaine de cette bande de fréquence, d'une station sol et d'opérations à distance. Voilà. Donc, elle existe et on continue à l'utiliser et à la maintenir en état pour avoir effectivement deux types de stations un petit peu différentes. Elle ne sera pas forcément utilisée, pas utilisée pour un Trisat, et puis elle n'est pas forcément utilisée dans nos premiers nanosats, mais à terme, elle est prête. Pour JumpSat, par exemple, c'est une station qui sera utilisée. Une autre question? Non, très bien. Bon, merci merci encore. Et merci d'avoir fait Oui, vite. Bon, donc on va passer à la présentation suivante. Alors, le temps que tu mettes ton ordinateur. Donc, il s'agit de Nicolas Humeau, si j'ai bien compris, qui va nous parler du segment sol et de centre de contrôle de ISAT. Et d'ailleurs, il y aura une présentation sur ISAT demain, sur les autres aspects. Donc, voilà. Ça, tu le branches à la connectique? Oui. Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Humeau et je suis ingénieur. Je travaille actuellement à l'ISAE Super-Héros et je suis en charge de développer les centres de contrôle de 2 nanosatellites qui sont Entrisat et ISAT. Donc, Entrisat qui a été brièvement présenté, qui fait partie du projet QB50, et ISAT qui est un nanosatellite qui est développé aussi dans le cadre du projet Janus, mais au CNES par des étudiants en stage au CNES. Donc, ma présentation va durer à peu près 10 minutes. Je vais essayer de vous présenter le segment sol d'ISAT et le centre de contrôle de ce nanosatellite. Dans un premier temps, je vais présenter l'architecture globale d'un segment sol de manière générale. Que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du segment spatial, mais il me semble qu'il n'y avait pas de présentation prévue sur les segments sol et notamment sur les centres de contrôle. C'est pour ça qu'on m'a demandé de faire cette présentation. Donc, pour reprendre un peu, pour avoir un point de vue système global, le système du satellite, au-delà du segment spatial, il est composé d'un segment sol qui comprend plusieurs entités, qui sont notamment en général, pour un segment sol typique, un réseau de stations sol, un centre de contrôle. On a la plupart du temps un centre d'émission qui est associé au centre de contrôle, et ensuite des outils pour l'AIT et des outils pour le lancement. Donc, bien sûr, tous ces éléments,
ils sont reliés entre eux, ils dialoguent. Donc ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des informations qui transitent dans le segment sol passent par le centre de contrôle. On peut parfois avoir des données qui sont seulement décodées et analysées dans le centre de mission, mais le cœur, une des entités clés et centrale du segment sol, c'est le centre de contrôle. Donc, je vais maintenant vous présenter rapidement le segment sol d'ISAT tel qu'il est actuellement. Donc aujourd'hui sur ISAT, on a un centre de mission qui est développé par des étudiants à l'ENAC, qui est en charge notamment de gérer la charge utile et de gérer tous les aspects mission. Donc notamment c'est la programmation mission de la charge utile. Ce centre de mission est associé à une station qui s'appelle la TETX, qui se trouve elle aussi à l'ENAC. Donc le centre de mission est en charge de gérer cette station, notamment pour programmer les passages bande X et descendre la télémesure propre à la charge utile. De l'autre côté, on a le centre de contrôle qui est développé à l'ISAE SuperHero, que je suis en charge de développer, dont la fonction principale, c'est notamment de recevoir la télémesure et d'envoyer la télécommande vers le satellite. Et pour ça, le centre de commande contrôle s'interface avec une station qui s'appelle STC, qui fait partie du réseau multimission du CNES, à laquelle on a accès. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté globalement le segment sol d'ISAT, je vais parler un peu plus précisément du centre de commande contrôle. Donc je vais reprendre dans un premier temps les grandes fonctionnalités qu'on trouve dans le centre de commande contrôle. Alors là, j'ai essayé de rester assez général et de ne pas mettre trop de mots-clés de vocabulaire technique. Donc bien sûr, le centre de contrôle réalise plus de fonctions que celles qu'on peut retrouver ici, dont la liste n'est pas exhaustive, mais ce sont vraiment les fonctions clés qu'on peut retrouver dans la plupart des centres de commande contrôle. Donc la gestion de la télémesure, ça signifie la gestion de toutes les données qui transitent du bord vers le sol. Ça peut être des données à traiter en temps réel ou en temps différé. Ensuite, la gestion des télécommandes sont toutes les données qui sont émises du sol vers le bord. C'est le centre de contrôle qui est chargé notamment de les générer, en accord avec une base de données satellite. Ensuite, on a des couches de communication. Ce sont souvent des protocoles standardisés qui sont assez techniques, qu'on doit mettre en œuvre pour envoyer et recevoir des données avec le satellite, parce qu'on ne peut pas envoyer des données brutes telles quelles, il faut les encapsuler dans des structures de données. Ensuite, bien sûr, le centre de contrôle, c'est lui qui est en charge de surveiller et contrôler le satellite. Donc ça veut dire surveiller certaines valeurs comme des températures ou des tensions, et en fonction de ces valeurs, mener des actions. Un élément clé du centre de contrôle, c'est la base de données satellite. Elle n'est pas présente que dans le centre de contrôle. Donc cette base de données, c'est une entité qui regroupe tous les paramètres qui sont partagés par au moins 2 éléments du système. Et c'est vraiment un élément clé du système global. Et c'est un point très important du centre de commande contrôle, qui doit notamment être capable d'en extraire des informations et de les distribuer à d'autres entités. Et enfin, on a la plupart du temps des outils de la dynamique du vol. Donc ce sont souvent des outils qui permettent de faire de la propagation et de la restitution d'orbite ou de la restitution d'attitude. Par exemple dans le cas d'ISAT. Donc maintenant, je vais présenter un peu plus dans le détail ce qu'on retrouve comme élément dans le centre de contrôle d'ISAT. Donc le premier élément qui nous permet de communiquer en temps réel avec la station qui fait partie du réseau du CNES, c'est un module qu'on appelle passerelle SLE. En gros, c'est un module qui permet d'avoir une communication en temps réel sur le lien TMTC avec la station. Ensuite, on a différents composants qui gèrent les couches de communication avec le satellite. Ce sont des couches qu'on appelle souvent par l'abréviation TRAM. Donc les couches de TRAM sont gérées par des composants qui permettent de communiquer donc, dans le sens TC pour encapsuler des paquets dans les trams et dans le sens TM pour récupérer des paquets de données à partir de trams qui sont générés par le satellite. Et enfin, on a une partie vraiment cœur du logiciel du centre de commande contrôle qui gère vraiment toute, on va dire, l'ingénierie logicielle applicative de la commande contrôle.
Donc c'est cette partie qui est en charge de réaliser un certain nombre de fonctions comme le traitement des paquets de télémesures en temps réel et en temps différé, la surveillance de certaines valeurs de la BDS, le stockage des données de télémesure ou de télécommande, et de fournir aux opérateurs des interfaces adéquates avec parfois de l'automatisation et des calculs d'orbite et d'attitude. Un point très important du cœur de logiciel, c'est la base de données satellite dont j'ai déjà parlé, parce que c'est un outil qui est vraiment propre à chaque projet et un centre de contrôle qui veut faire de la commande contrôle selon ce qui a été défini par exemple sur le logiciel de vol, doit être capable de s'interfacer et d'échanger des informations avec cette base de données. Dans le cadre du projet ISAT, puisqu'on est dans un contexte étudiant et qu'on n'a pas des ressources illimitées, on a essayé de réutiliser un maximum de choses, du CNES. Donc en fait, tout ce que j'ai mis dans le bloc vert sont des choses qu'on a réutilisées, qu'on a réussi à adapter au projet. Donc il y a la passerelle SLE qui permet de communiquer en temps réel avec la station. On a seulement eu besoin d'adapter sa configuration au projet. Ensuite, des petits composants de gestion des couches de communication qu'on a aussi réutilisés, qui ont été développés en interne au CNES, qu'on a seulement eu besoin de modifier légèrement en fonction par rapport à notre interface bord-sol. Et après, il y a une grosse partie cœur logiciel et base de données satellites pour lesquelles on n'a pas trouvé d'outils qu'on pourrait utiliser au CNES et qu'on est actuellement en train de développer un peu pour notre projet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au CNES, il y a beaucoup d'outils qui existent, notamment en termes de logiciels informatiques, mais la plupart des logiciels sont souvent vieux et sont souvent des usines à gaz qui ont été développées un peu sur mesure pour un projet donné. Donc ça a été très difficile déjà de faire l'état des lieux de tout ce qui existe au CNES, et dans un deuxième temps de trouver des outils qui correspondent à la fois à nos besoins en commande contrôle, mais qui soient aussi adaptés à un cadre, au contexte étudiant. D'autant plus qu'il faut savoir que sur ISAT, on a un nano satellite, mais on n'a pas un nano logiciel de vol. C'est-à-dire que le logiciel de vol, il fait pas mal de choses. On a une mission qui est assez ambitieuse, et du coup, on a une commande contrôle qui devient assez importante. Par exemple, comparé à des nanosatellites sur lesquels je travaille comme Intrisat, on fait un peu plus de choses sur ISAT, et du coup, ça demande au centre de commande contrôle d'être capable de faire un peu plus de choses. Donc aujourd'hui, pour ces deux parties qui sont des éléments clés, donc la base de données satellite et puis le cœur logiciel, donc on est en train de redévelopper certains composants pour mener à bien le projet. Enfin, je voulais faire une dernière partie, je vais terminer là-dessus sur le centre de commande contrôle qu'on est en train de développer. Il ne faut pas voir ça, je pense, comme un logiciel de commande contrôle à utiliser en opération. Ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment une boîte à outils qui soit modulaire et flexible et qui puisse être utilisée dans différentes phases de vie du projet, notamment pendant des phases de développement et de test. C'est-à-dire que notre but, c'est d'avoir un centre de contrôle qu'on puisse facilement adapter pour à différents cas de configuration, donc comme l'AIT ou les opérations, ou par exemple la validation du logiciel de vol, où j'aurais pu rajouter par exemple des tests du dialogue TMTC sur un banc avionique. Donc voilà ce qu'on est en train de développer sur le projet ISAT. J'ai pas voulu donner de détails trop techniques parce qu'il y a beaucoup de mots-clés qui sont à votre propre domaine et qui sont difficiles à comprendre quand on n'est pas spécialiste. Mais si vous avez des questions un peu plus sur le détail et technique, voilà, n'hésitez pas à les poser. Merci. Merci beaucoup. Bon, on a le temps pour une ou deux questions si il y en a. Allons-y. Sur quelle plateforme ou bien avec quel langage vous développez le cœur? Principalement du Java. Java? Principalement du Java, oui. Parce que la raison principale, c'est que c'est très accessible pour les étudiants qui arrivent, c'est facile pour eux de se former, souvent ils l'ont déjà vu.
Et en plus, c'est très bien documenté, donc les étudiants sont plus efficaces, je pense, sur des technos connus comme le Java. Ça permet de faire aussi un peu tout ce qu'on veut. Pas d'autres questions? Alors, quelques instructions. Vous avez sur le programme, il y a une deuxième page derrière qui vous permet de localiser quelques restaurants dans le quartier. Et donc, on reprendra cet après-midi pour les ateliers à 14h. Bon appétit à tous et merci encore à tous les orateurs.